Le 24 octobre 2024, le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé que le pays réduira le nombre de résidents permanents de 21% d'ici 2025. Cette action de Trudeau représente un changement politique remarquable pour son gouvernement et pour une nation qui, depuis plus d'un siècle, est reconnue dans le monde entier comme un modèle de société multiculturelle et accueillante, avec de nombreux incitatifs et politiques gouvernementales qui ont fait de l'immigration une partie fondamentale du progrès du pays. Cependant, cette question s'est avérée être un dilemme ces dernières années, avec l'augmentation du coût de la vie et le manque de logements abordables au Canada, créant un scénario de plus en plus difficile pour une grande partie de la population. Les coûts liés au loyer et à l'achat de logements ont augmenté d'environ 40%, exigeant ainsi une part croissante des revenus des ménages. De plus, le pays connaît une crise immobilière sans précédent, avec des villes comme Toronto et Vancouver confrontées à des augmentations de loyers qui ont dépassé 25% par an au cours des 2 dernières années. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi il est devenu impossible de vivre au Canada en comprenant les causes et les effets des principaux problèmes internes du pays. Tout d'abord, pour mieux comprendre la relation entre le Canada et les immigrants, nous devons remonter au 10e siècle, lorsque la colonisation du territoire canadien a pris de l'ampleur, initialement par les Français, qui ont établi des colonies dans la région actuelle du Québec, où ils ont fondé la colonie appelée Nouvelle-France, et ont continué à explorer la région autour de 1608. En suivant cette analyse, le développement initial du Canada s'est concentré autour du fleuve Saint-Laurent, car il se distinguait comme une importante voie navigable qui facilitait le commerce et la communication entre les villes proches de la colonie, permettant ainsi le développement de l'agriculture et des établissements tels que Montréal et Trois-Rivières. Cependant, la colonie faisait face à des problèmes démographiques, avec une population faible et des difficultés à attirer des investissements de la France pour le développement local, en raison de faibles retours économiques. Ces problèmes ont conduit le gouvernement français à faire de la Nouvelle-France une véritable province, avec un gouvernement central et une architecture administrative plus efficace, visant l'établissement et la durabilité du développement social et économique. Ainsi, pour cela, la France a encouragé des vagues successives d'immigration dans la deuxième moitié du Xe siècle, envoyant plus de 3000 colons dans les années 1660, ce qui a établi les bases responsables de la préservation de nombreuses coutumes de la France au Canada, où le français est encore largement parlé dans la province du Québec. Dans ce contexte, la résilience de la colonisation française du Canada a été mise à l'épreuve lors du conflit contre les Anglais jusqu'au milieu du XVIIe siècle, avec la guerre de 7 ans, qui a duré de 1756 à 1763 et s'est traduite par un conflit mondial entre la France et la Grande-Bretagne pour la possession de terres en Amérique du Nord et en Asie. Cependant, après la victoire britannique, le Canada est passé sous la domination de la couronne britannique, apportant des changements significatifs tels que l'expansion du territoire, l'expansion agricole et urbaine, ainsi que l'exploitation des ressources naturelles telles que le bois et les minéraux. En outre, le Canada, en tant que partie de l'Empire britannique, a bénéficié de l'accès aux marchés mondiaux et aux technologies industrielles émergentes, ainsi que de ressources naturelles abondantes comme le bois, le charbon et le fer, qui ont contribué à son industrialisation pendant la révolution industrielle. Avec le soutien du gouvernement britannique, le pays a développé des infrastructures avec des usines, des chemins de fer et des ports, intégrant des régions éloignées à l'économie mondiale et favorisant la croissance économique et démographique. L'abolition de l'esclavage en 1834 a stimulé une immigration européenne massive, avec un grand afflux de Britanniques et d'Irlandais émigrant au Canada, portant la population de 2,5 millions à plus de 5 millions à la fin du 19e siècle. Cette période a favorisé un développement économique rapide et une amélioration du niveau de vie, suscitant l'intérêt des populations du monde entier, en particulier en Europe, qui, au cours des premières décennies du 20e siècle, a connu plusieurs tensions politiques, guerres et crises humanitaires. A l'inverse, le Canada connaissait un essor économique alimenté par les exportations et les entrées de capitaux étrangers. Ce contexte a permis des investissements dans l'industrie augmentant les emplois dans ce secteur. Ainsi, en 1981, environ un Canadien sur 5 travaillait dans des domaines industriels tels que l'automobile, la chimie et les machines. Pourtant, l'expansion économique du Canada s'est également traduite par une croissance rapide de la population et une urbanisation accrue. Après l'assouplissement des lois sur l'immigration
l'immigration dans les années 1960 et 1070. Des villes comme Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary sont devenues des centres financiers, industriels et culturels majeurs, attirant des populations des zones rurales du pays et du monde entier, avec plus de 22 000 personnes arrivant chaque année, donnant au Canada un pourcentage plus élevé de population étrangère que les États-Unis. Cependant, il convient de mentionner que les enregistrements annuels des personnes migrant au Canada sont le reflet d'une stratégie conçue pour répondre à une demande constante de main-d'œuvre, car le pays cherchait à maintenir sa croissance économique et à combler les lacunes du marché du travail. Ces initiatives reposaient sur des politiques d'immigration, des incitatifs économiques et des campagnes internationales visant à attirer des personnes aptes à résider dans le pays, en plus de promouvoir le soutien à l'immigration familiale, l'ouverture des frontières et l'introduction du système à points, mis en place en 1967, qui privilégie les compétences impliquant le niveau d'éducation et le potentiel économique des immigrants. Cela en soi finit par bénéficier aux emplois dans les domaines de l'innovation, de la technologie et des services publics. Ainsi, il n'est pas surprenant que le pays soit devenu l'un des meilleurs endroits au monde pour les immigrants, notamment parce qu'il combine stabilité économique, infrastructures urbaines et technologiques de qualité dans une société multiculturelle et accueillante. Récemment, en 2021, la Société mondiale d'analyse et de conseil Gallup a indiqué que le Canada était la deuxième destination la plus convoitée dans une enquête auprès de près de 900 millions de personnes dans le monde. Ainsi, une question se pose. Pourquoi est-il devenu impossible de vivre au Canada? En considérant les faits analysés jusqu'à présent, il est indéniable que la migration au Canada a joué un rôle crucial dans l'influence positive sur la démographie, l'économie, la culture et la politique. En 2010, les immigrants représentaient 84% de la croissance de la main-d'œuvre, un chiffre qui a augmenté rapidement ces dernières années, approchant les 100%. Cette augmentation est alimentée par des niveaux records d'immigration et une population vieillissante, avec près de 20% des Canadiens âgés de plus de 65 ans. En outre, le taux de natalité au Canada est en baisse depuis 15 ans, atteignant un nouveau record négatif en 2023 avec seulement 1,26 enfants par femme, ce qui en fait l'un des taux les plus bas au monde. Ainsi, attirer des immigrants était une alternative avantageuse pour le gouvernement canadien qui entendait réduire la pression sur le système de pension et le marché du travail du pays. En 2022, le Canada a atteint un record d'1 million de nouveaux résidents, dont jusqu'à 96% de cette augmentation provenait de la migration internationale. Toutefois, l'afflux massif de personnes au Canada semble insoutenable lorsqu'on examine d'autres aspects, tels que la demande excessive pour des articles de base tels que la nourriture et le transport, ainsi que l'augmentation des coûts des logements et des loyers, qui consomment une part considérable des revenus des ménages. Par conséquent, un débat est en cours sur le volume de personnes arrivant chaque année dans le pays, car une partie de la population estime qu'il surcharge des secteurs critiques de l'économie canadienne, tels que le marché immobilier déjà saturé. Par exemple, ce marché est caractérisé par une faible offre de logements abordables dans un contexte d'urbanisation accélérée et d'absence d'efforts soutenus pour répondre à la demande de logement, notamment dans un contexte d'immigration croissante. Ces facteurs durent depuis des décennies et ont été des agents catalyseurs de la spéculation immobilière dans les années 70 dans les grands centres urbains du pays, augmentant les prix résidentiels dans des villes comme Toronto et Vancouver, qui ont triplé à la fin de la décennie et sont aujourd'hui parmi les marchés immobiliers les plus chers des Amériques. Dans le contexte actuel, le coût de la vie au Canada est le plus élevé depuis des décennies, avec le prix moyen de vente d'une maison avoisinant les 700 000 $ et les coûts de loyer et d'hypothèque représentant jusqu'à 25% des revenus des ménages. Cette situation impacte particulièrement les grandes villes, où la concurrence pour les emplois et les logements est considérablement plus forte et où les prix moyens des logements restent bien au-dessus du revenu moyen national. Ainsi, de moins en moins de personnes peuvent financer des hypothèques et le rêve de posséder une maison est mis de côté, tandis que les loyers et les achats ont augmenté de près de 40% en seulement 3 ans. En outre, dans des villes comme Toronto et Vancouver, pour financer une maison, il est nécessaire de gagner 3 fois le revenu moyen des ménages de la nation. De plus, il faut gagner 2 fois le salaire minimum pour pouvoir vivre dans un appartement d'une chambre. Concernant ce statut de crise, l'augmentation de la population, ajoutée à la faible offre de logements, intensifie la pénurie de propriétés viables et la surpopulation des infrastructures, suscitant des inquiétudes parmi les résidents en raison de la surpopulation des centres urbains du pays, des tensions sociales croissantes et de l'augmentation de la criminalité.
Au cours des 10 dernières années, il y a eu une augmentation de 30% de la criminalité violente dans toutes les régions. Cette question a radicalement changé l'opinion des Canadiens sur l'immigration. Selon un récent sondage de Focus Canada, près de 6 Canadiens sur 10, soit environ 58% de la population, estiment que le pays accepte trop d'immigrants. Ces données représentent une augmentation de 14 points de pourcentage depuis 2023, révélant une forte opposition aux immigrants et à la politique d'immigration ouverte de Justin Trudeau et de son gouvernement, maintenue depuis 2015. Cette prémisse révèle également une baisse de la popularité du premier ministre canadien, avec 2/3 de la population désapprouvant le leadership de Justin Trudeau en tant que premier ministre. Cela ouvre alors une possibilité de changement avec le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui reste le premier choix pour le poste de premier ministre parmi les Canadiens, avec une avance de 45% dans les sondages, tandis que Trudeau accuse un retard de 19 points avec 26%. Cette situation a poussé le premier ministre canadien à revenir sur ses politiques progressistes, avec l'annonce même d'un changement dans le système d'immigration qui réduira le nombre d'immigrants acceptés dans le pays au cours des 3 prochaines années, impliquant directement une baisse de 21% du nombre de nouveaux résidents acceptés d'ici 2025 afin de réduire la croissance démographique du Canada. Ainsi, pendant des siècles, l'immigration a été le moteur du développement canadien, fournissant de la main-d'œuvre et du capital humain pour que le pays poursuive son agenda économique. Cependant, l'incapacité du Canada à s'adapter à l'afflux d'immigrants a exacerbé des problèmes structurels, tels que la crise du logement et l'augmentation du coût de la vie. Par conséquent, il est essentiel que le Canada parvienne à équilibrer l'attraction des immigrants avec des investissements dans les infrastructures et l'intégration sociale, dans l'idée de transformer ce défi en une opportunité de croissance et de prospérité. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Si possible, commentez ci-dessous le prochain sujet que vous souhaitez voir sur la chaîne. Aussi, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez le contenu avec vos amis. Merci encore pour votre audience et à la prochaine vidéo.